Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Hugues Gendre, Hugues qui est le DSI de l'UCPA. Bonjour Hugues. Bonjour Jordan. Alors, Jordan Robert, je m'occupe effectivement de la verticale ONG, donc non-profits chez AWS, et mon but effectivement est d'accompagner ces structures-là dans leur transformation digitale, et j'ai la chance notamment de travailler avec Hugues au quotidien sur la transformation de l'UCPA. Hugues, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de l'UCPA et de son activité? Alors l'UCPA, c'est trois grands métiers. Le métier des vacances sportives pour les jeunes et les moins jeunes. Le métier du management des équipements sportifs de proximité, des piscines, des patinoires, des golfs et autres centres équestres. Et depuis peu aussi des UCPA Sport Stations qu'on construit. Et puis le troisième grand métier, c'est le métier de formation. On accompagne des jeunes dans le métier d'éducateur sportif. D'accord. Comme toutes les structures qui travaillent dans l'univers du tourisme, j'imagine qu'il y a une forte saisonnalité dans les activités. Est-ce que ça a été le ou la raison principale qui vous a permis de considérer le cloud, ou il y a d'autres moteurs d'adoption qui sont venus en compte? Alors, la saisonnalité, c'est un des drivers. C'est pas le premier, en fait. Et même, c'est celui qu'on a envisagé en dernier, enfin, celui qui a montré, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Le fait qu'on soit chez AWS et qu'on ait une forte saisonnalité, la valeur ajoutée de AWS pour gérer cette saisonnalité est arrivée vraiment, on en a pris conscience assez tard, en fait. Et ce qui est, donc, c'est pas le driver principal. Le driver principal, c'était un driver d'accompagnement du business, tout bêtement, hein. En 2015, l'UCPA a entamé un grand plan de transformation digitale qui devait essentiellement digitaliser les parcours, fluidifier les parcours, et en particulier les parcours des clients, et également ceux des collaborateurs, mais on a commencé par les parcours des clients. Et en fait, le système d'information du CPA ne permettait pas d'adresser ces besoins business. Et en particulier, tout le côté très siloté de chaque système, et en particulier le fait que non seulement les systèmes étaient silotés, mais en plus, en termes de responsabilité, ils étaient éclatés chez des partenaires tiers, ou des fournisseurs tiers, et en termes d'hébergement, et en termes d'exploitation, et en termes de développement. Donc, le cloud AWS, ça a été vraiment une réponse organisationnelle, technologique, aux besoins métiers qui étaient d'apporter cette transversalité et de transformer les parcours. D'accord. Tu l'as mentionné, tu parlais du cloud AWS. Ce qui nous intéresse également, c'est de savoir peut-être quels ont été les facteurs qui t'ont poussé à considérer le cloud AWS et pas un autre dans un premier temps. Et puis, est-ce que tu peux, dans le même temps, peut-être faire une rétrospective de ta feuille de route de transformation, savoir quels ont été les grands jalons, quels ont été les succès rapides, les quick wins, comme on dit, peut-être aussi les difficultés que tu as pu rencontrer? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Premièrement, pourquoi AWS et pas les autres? La première, c'est parce que le système d'information de l'UCPA était hétérogène, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien du Windows que du Linux, que du Unix aussi. Donc, AWS sait adresser aussi bien de l'Unix que du Windows, donc il a été plutôt naturel d'envisager ça. La deuxième raison, mais je reviendrai aussi par rapport à la feuille de route, c'est que l'ambition business, c'était vraiment de donner de la transversalité, donc de désiloter. Donc l'idée, c'est qu'on a dû apporter une solution aussi technique pour désiloter, pour faire que chaque système puisse se parler, donc apaiser les systèmes, puis après les faire dialoguer les uns avec les autres. Et tout ça, at scale, donc à l'échelle. Là, on est en pleine saison, on a dû embaucher 10 000 collaborateurs en 15 jours. Donc, c'est effectivement là pour le coup très saisonnier. Embaucher 10 000 collaborateurs en 15 jours, lancer 10 000 contrats, ça demande des ressources informatiques très importantes dans un temps limité. Pareil pour les réservations, on a des gros pics de réservations, etc., etc. Donc, en termes de dialogue aussi inter-application, on avait vraiment besoin d'avoir cette mise à l'échelle. Et quand on a commencé, c'était
la phase de maturité, on va dire, des solutions serverless d'Amazon, et notamment de Lambda, et notamment de Dynamo, et notamment des Step Function, enfin de tous ces services serverless, donc qui n'ont pas de problème, enfin, qui se mettent à l'échelle tout seuls, qui sont nativement multi-techno, qui permettent de faire dialoguer tous les systèmes les uns avec les autres, qui permettent aussi bien d'interopérer avec des bases de données qu'avec des API, ou que sais-je, ou avec des fichiers. Bref, donc ça aussi, ça a été un driver fort pour choisir AWS. Alors après, c'est pas le seul. Il y avait aussi un driver d'organisation fort. Des systèmes silotés sous la responsabilité de prestataires ou de fournisseurs tiers, hébergés par des tiers, ça veut dire que la maîtrise, elle est dans le silo, vertical. Or là, on avait besoin d'assurer des processus de bout en bout, une qualité de service de bout en bout et sans couture. Et ça, on a beau faire ce qu'on veut, pour assurer ce sans couture et cette transversalité, il faut le faire soi-même. Donc, ça voulait dire, qu'est-ce qu'on veut dire par faire soi-même? C'est développer soi-même les liens, donc l'orchestration des échanges, mais ça veut dire aussi exploiter soi-même, pour voir où est-ce que ça coince, pour superviser nous-mêmes, pour loguer nous-mêmes. Donc, ça voulait dire pour l'UCPA, où concrètement à la DSI, il y avait essentiellement des chefs de projet qui pilotaient les prestataires externes et qui pilotaient bien sûr les besoins métiers. Il a dû falloir, on a fait une triple révolution en fait. On a fait une révolution sur les chefs de projet pour que les chefs de projet réfléchissent transversal et bout en bout, donc du métier jusqu'au processus de bout en bout en traversant tous les silos, alors qu'auparavant c'était plutôt les chefs de projet verticaux. On a dû réinternaliser l'exploitation de l'intégralité de nos briques. On avait 3 exploitations, 3 hébergeurs. On a tout réinternalisé chez Amazon. Et puis enfin, pour construire ces interactions, il a fallu construire une équipe de dev, de développement et de développeurs pour coder en serverless l'orchestration de ces échanges. Et donc Amazon, AWS, c'était la réponse logique à ce triple défi organisationnel, compétences, conduite du changement, techno, qualité de service, bien sûr, et dans une logique vraiment très industrielle. L'UCPA, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants, de jeunes, de moins jeunes accueillis tous les ans. C'est 12 000 collaborateurs en pleine saison, un peu moins de 3 000 équivalents temps plein à l'année. Enfin, voilà, c'est quand même, il y a quand même des chiffres importants. C'est 72, aujourd'hui peut-être plus, peut-être 75 maintenant, équipements de proximité, de loisirs qu'on exploite. Voilà, c'est quand même des enjeux importants de masse pour un système d'information. D'accord. Et tu mentionnais justement la digitalisation d'une part et l'industrialisation des processus. Je sais qu'en ce moment, vous travaillez même depuis longue date sur tout ce qui est CI/CD, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement des grands projets structurants déjà menés? Alors effectivement, je n'ai pas répondu à ta réponse sur la feuille de route. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Ça a commencé il y a 4 ans, à peu près jour pour jour déjà, avec la fameuse roadmap de digitalisation, enfin de transformation digitale qu'il fallait assumer. Et donc, 3 grands volets, hein, le volet développement, le volet gestion de projet, puis le volet exploitation. On a commencé les 3 en même temps. Sur la partie exploitation, l'idée c'était de faire monter en compétences des collaborateurs qui n'avaient pas ces compétences originellement. Donc, on a commencé par les systèmes les plus cloud natifs, c'est-à-dire les systèmes web, la plateforme web, ucpa.com et tout ce qu'elle drive. Donc, rapatriement de ces services dans le cloud AWS, un peu de replatforming, c'est-à-dire les bases de données dans RDS, les nœuds frontaux derrière un load balancer, et puis un CloudFront devant pour le CDN, et puis les règles de gestion un peu particulières. Donc ça a permis aux exploitants, aux futurs Ops,
de se faire la main sur comment ça fonctionne, sur des architectures un peu classiques, mais pour lesquelles Amazon apporte beaucoup de valeur ajoutée. Côté développement, côté développeur, là pour le coup, c'est l'appropriation des technos serverless. Donc, Lambda, S3, Dynamo, les step functions, dans un langage qu'on a décidé qui est du Node, parce que c'était le langage le plus universel par rapport à notre stack, ça permettait aussi bien de faire du front que de faire du back. Là, en l'occurrence, c'était pour orchestrer les processus, donc plutôt back-end. Et donc, l'équipe de dev, elle a commencé, elle a fait ses premiers projets. Le premier projet de mise à l'échelle et tout en serverless. Donc, il y a eu la gestion des embauches des fameux 10 000 collaborateurs en 15 jours, donc tout ça en serverless, de la signature, enfin de l'embauche, de la pression commerciale, pardon, en passant par la publication des offres d'embauche, l'embauche elle-même, la gestion des contrats, la signature des contrats et jusqu'à la paye. Il y a eu aussi des projets sur les photos, par exemple. Il y a des terras et des terras de photos qui sont publiées par les animateurs et les moniteurs chaque été. Donc, en serverless, être capable de les prendre, de les déposer comme il faut, et puis après de les rattacher au bon séjour, aux bonnes vacances et au bon dossier des clients pour qu'ils puissent les voir, par exemple. Et puis toute une ribambelle de projets qui ont été faits comme ça en serverless. Et là, l'équipe de dev, elle est montée en compétences progressivement. Et puis sur les chefs de projet, ça a été au fur et à mesure des différents projets transversaux, dont l'un qui était la roadmap de transformation digitale client, donc autour du cpa.com, donc autour de la communauté UCPA, autour du nouveau search, du nouveau merch, du nouveau tunnel d'achat, enfin voilà, la refonte complète de bout en bout et qui s'appuie sur beaucoup de services en back-office qu'on ne voit pas et qui sont orchestrés par les services serverless développés en interne par l'équipe de dev. Ça a été également l'intégration d'un système d'information d'une entreprise qu'on a rachetée qui s'appelle Destination Découverte avec plusieurs marques, dont la marque Teligo. Et donc, l'interopérabilité des systèmes s'est faite de cette manière-là aussi, grâce au serverless, et menée de bout en bout par des chefs de projet en responsabilité de bout en bout, etc., etc. Il y a eu plein de projets sur lesquels les chefs de projet ont pu s'habituer à une vision de bout en bout, s'habituer à traiter les projets en transversal. Donc, là, ça nous a mené, on va dire, à donc 1 an et demi plus tard, 18 mois plus tard. Et puis là, pour le coup, on a adressé le legacy. Le legacy, c'est une 50aine d'applications, toutes hétérogènes, toutes exotiques, certaines en Windows, certaines en Linux, certaines d'éditeurs, certaines faites développées anciennement en .NET, en Java, enfin, un peu de tout. Et là, les ops étaient montés en compétences, maîtrisaient beaucoup mieux par eux-mêmes, par test, fail, learn, beaucoup de learn, et puis beaucoup de succès aussi, après des échecs aussi beaucoup de succès. Et là, l'idée, c'était de récupérer l'intégralité du legacy le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on s'était bien fait la main sur les applications web. Maintenant, on voulait que l'intégralité du legacy profite de la simplicité, l'automatisation, l'industrialisation, on va dire, de l'exploitation. Et donc là, on s'est appuyé sur un produit qui venait d'être acheté par Amazon d'ailleurs, qui est Cloud Ranger. Et en 5 semaines, on a migré les 50 applis de legacy. Donc depuis 2 ans, maintenant, on est en full Amazon. Et donc, en full Amazon, on a vraiment tous les fruits de ce que permet Amazon une fois que l'intégralité du système tourne dessus. Une supervision unifiée, l'automatisation de tout ce qu'on peut faire, que ce soit dans des services serverless qui scalent tout seuls ou bien des systèmes qu'on a fait scaler, plutôt old school, mais à travers de l'auto-scaling. C'est un peu plus lent, ça met un peu plus de temps, mais ça marche quand même très bien. L'exploitation de toutes les bases de données dans RDS, bien sûr, qui apporte une très grosse valeur ajoutée en termes de sécurisation de l'information, de la donnée, et puis en termes
de, de, de performance, tout bêtement, performance, etc., etc. Donc ça s'est fait en 5 semaines. Et depuis 2 ans, donc là, pour le coup, on continue à développer et à intégrer des systèmes en serverless, donc pas forcément que pour l'interopérer, mais également tous nos nouveaux services. On utilise les capacités serverless de Amazon. Typiquement, on a dématérialisé le flux, le parcours client sur les loisirs et les UCP Sportation, qui sont des nouveaux centres en ville où on revit une expérience, l'expérience UCPA. Donc, il y a Reims et Meudon qui ont ouvert. L'UCPA Sportation Grand Reims et l'UCPA Meudon qui ont ouvert. À Grand Reims, c'est un centre aqualudique, le plus grand centre aqualudique d'Europe. Donc, 5 bassins, des bassins incroyables, de l'acrobranche, du fitness, enfin, multi-activités, une patinoire un peu couverte, un peu outdoor, et l'été, ça change de configuration. Enfin, c'est énorme. À Meudon, c'est une grande patinoire, du fitness, de l'escalade, enfin, toujours multi-activités, tout ça avec aussi de la restauration rapide, du restaurant, du bar. Donc vraiment un espace multi-activités, très convivial et qui bouscule aussi les usages digitaux. Et typiquement, on a mis en place juste à travers une application, même pas une application, un site web qui tourne sur mobile, la fluidification des parcours jusqu'à la dématérialisation des documents qui permettent d'accéder à des tarifs préférentiels, par exemple une facture qui justifie du fait qu'on est résident et donc qu'on bénéficie d'un tarif réduit, qui justifie qu'on est étudiant, qui justifie qu'on a tel ou tel âge, etc. Donc là, on s'appuie sur SageMaker, donc l'IA as a service, je vais dire comme ça, l'IA Factory de Amazon. Donc on a entraîné pendant des mois une IA pour reconnaître les différents documents et puis pour être capable de les lire, de reconnaître s'ils sont bons ou pas bons, et puis de faire matcher avec les règles de gestion qu'on a. Donc tout ça, ça s'est fait sur les services d'AWS depuis 2 ans. Effectivement, une fois que tout est chez Amazon, le temps qu'on économise dans l'exploitation, dans l'automatisation, dans l'industrialisation, on peut le mettre à profit du build, donc pour construire des solutions métiers pour répondre à des besoins business, du marketing, de la vente, de la RH, de la finance. Ok, et tu me précèdes justement, et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment pouvoir m'entretenir avec toi, c'est sur la partie bénéfice. Je pense que de ma connaissance, l'UCPA est probablement l'une des premières associations à avoir migré full cloud, en tout cas avec un volume d'activité aussi important. Après 2 ans, quelle est ta rétrospective? Quels sont les bénéfices? Est-ce que tu as pu… il y a un très bon podcast AWS en français dans lequel tu as pris la parole, où tu as expliqué effectivement les gains de coûts de 1 à 10 grâce au serverless. Donc, il y a une partie FinOps, j'imagine. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ce point-là et peut-être évoquer aussi ce que tu as déjà dit concernant le gain de temps, etc. Alors, je vais dire le premier bénéfice, avant même la partie argent, parce qu'on va dire ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'était pas le driver. Enfin, le driver, ce n'était pas faire des économies. Le driver, c'était assumer une roadmap business. C'est-à-dire que l'informatique qui court après le métier et qui a toujours 5 ans, 10 ans de retard par rapport aux besoins métiers, c'est insupportable. C'est insupportable pour les informaticiens qui ont toujours l'impression d'être à la traîne. C'est insupportable pour le métier qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'il peut faire. Donc, le fait qu'on aille et full cloud et full Amazon, ça a vraiment eu un effet de levier pour arriver enfin à mettre l'informatique à peu près au même niveau que les attentes métiers. Je dis bien à peu près parce que les attentes métiers sont toujours supérieures et tant mieux. C'est ce qui fait qu'on a toujours des choses passionnantes à faire dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Mais, donc déjà, il y a ça, cet effet de levier premier. Après, donc répondre à un besoin métier. C'est tout bête, mais c'est quand même le plus important. Ensuite, c'est vraiment les bénéfices organisationnels. Enfin, une équipe, l'équipe de l'informatique UCPA, il y a une grande partie qui est restée, donc qui a acquis de nouvelles compétences au bénéfice du business,
et qui a réussi cette transformation. Donc ça, c'est quand même extrêmement valorisant pour les collaborateurs et aussi valorisant pour l'entreprise et pour le DSI que je suis, parce que arriver à amener une équipe à sauter une marche, là on en a même sauté 2 ou 3 hein, d'un coup, c'est extrêmement satisfaisant pour tout le monde. On avait l'ambition d'être une entreprise apprenante, on a l'ambition d'être une association, parce qu'on n'est pas une entreprise, mais une association apprenante. Là, vraiment, clairement, on voit ça en action, l'apprentissage et la maturation et la progression. Donc ça, c'est le bénéfice qui est le plus notable. Après, il y a un bénéfice, avant même de parler finance, il y a un bénéfice écologique. Et c'est très important à l'UCPA, et moi j'ai une fibre, voilà, j'ai ce souci écologique, et en particulier dans l'informatique. Il y a beaucoup de gâchis dans l'informatique d'un point de vue écologique. On duplique les données 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. On provisionne beaucoup plus de ressources que ce dont on a besoin pour le jour où on va avoir le pic. Et puis quand le pic arrive, de toute façon, il est 2 fois supérieur, donc de toute façon, tout tombe. Là, voilà. Donc le driver, c'était aussi un driver écologique. Le serverless, c'était ça aussi. On n'en a pas besoin, ça coûte 0, on ne le mobilise pas la ressource, on en a besoin d'1, 2, 3, 10, 1000, 2000 ressources, ça scale, et puis quand on n'a plus besoin, ça disparaît. Et puis donc, après, le quatrième, effectivement, un des bénéfices, mais qui est vraiment indirect et qu'on a vraiment, et qui rejoint la saisonnalité, et on en a vraiment vu les bénéfices à partir du moment où on a vécu cette saisonnalité. On l'a vécu très fort avec le Covid, hein, évidemment. Là, la saisonnalité, on est passé très bas, atone. Et puis en même temps, très fort avec les levées de confinement et la vie à nouveau, où là, on a fait x10 par rapport à x5 par rapport au plus grand pic jamais vu. D'accord. Et donc, financièrement, là, pour le coup, effectivement, il y a un rapport de 1 à 10 qui est incroyable. C'est-à-dire qu'une architecture en serverless, ce qu'on a pu voir, ça coûte 10 fois moins cher qu'une architecture avec, dans notre cas, bien sûr, 10 fois moins cher qu'une architecture classique à base d'instances et de bases de données managées. C'est vraiment incroyable. Et surtout, on n'a pas de souci de scale. Donc, ça veut dire, non seulement c'est écologiquement intéressant, parce que ça mobilise que la juste ressource au juste moment quand il faut. Non seulement c'est moins cher, mais en plus, c'est un niveau de service incroyable. C'est-à-dire que même les autoscales dont on parle sur les instances EC2 ou même des clusters de bases de données qui scalent tout seuls, il faut entre 2 minutes 30 et 6, 8 minutes pour le pire pour que ça scale. Là, c'est instantané. Il n'y a aucune requête de perdu, donc il n'y a rien à rejouer. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça correspond vraiment à nos besoins. Et là, les bénéfices sont incroyables, parce que ça nous permet de réfléchir aussi à des solutions toutes petites pour des tout petits besoins ponctuels, et puis après d'étendre ces solutions pour des besoins beaucoup plus gros, les mêmes, mais à une autre saison, sans se soucier du scale, sans se soucier des sous, puisque certes ça va scaler très fort, il peut y avoir jusqu'à 1000, 2000 maximum, on atteint les limites, les 2000 lambda simultanés, mais par contre 2 heures plus tard ça redescend quand le flux est absorbé, et puis voilà. Donc ça c'est quand même des bénéfices assez importants. Je ne parle même pas des bénéfices métiers, bien sûr, des solutions sur étagère, on en reparlera peut-être tout à l'heure. L'IA sur étagère, c'est quand même assez incroyable. La possibilité de stocker sur étagère, sur S3, enfin S3 c'est quand même un service de dingue quand on réfléchit bien à tout ce qu'on fait avec. Enfin voilà, il y a eu plein de fonctionnalités particulières. Effectivement, tu en parlais, on ne va pas le faire tout à l'heure, on va le faire maintenant. Sur les grands projets structurants qui vont arriver, vous avez déjà une maturité très forte, donc les sujets CI/CD, les sujets serverless, c'est déjà acquis. Là, effectivement, tu parlais d'S3, de lac de données, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des projets à venir? Alors,
effectivement, tout ce qui est, on va dire, les architectures serverless, c'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ans. Donc maintenant, on commence à bien connaître ce que ça fait très bien, c'est-à-dire quand tout est serverless, c'est génial. Et puis là où il faut faire attention, quand il y a une petite partie des services qui n'est pas serverless, là, il faut faire très attention pour éviter de les écrouler quand ça scale trop fort. On a beaucoup travaillé dès le début sur la CI/CD pour tous ces services-là, parce que tout ce qu'on a fait depuis 4 ans, on le fait en dev, puis en prod, avec un système de CI/CD qui fonctionne très bien et qui nous permet de faire beaucoup de releases et qui nous permet d'être très agile. Et heureusement, parce que quand on est dans les fortes périodes de projet, on fait beaucoup de releases, donc c'est important de pouvoir avoir automatisé ça. On n'a pas complètement terminé le travail sur la CI/CD parce que le faire sur les nouveaux services qu'on a développés, ça s'est fait en même temps, on va dire. Mais le faire sur le legacy a posteriori, du lift and shift, c'est plus compliqué. Et donc, c'est plus compliqué. C'est plus long. Et ça aussi, on n'a pas terminé, on va continuer. Donc, même sur des systèmes qui sont plus classiques dans des autoscales, on met en place du CI/CD et là, on les prend un par un, les systèmes. Ceux qu'évidemment, on va garder, ceux qu'on va remplacer par du serverless, on n'investit pas dessus, mais ceux qu'on veut garder, il y en a quand même quelques-uns, on passe du temps à faire de la CI/CD. Après, l'enjeu, un des gros enjeux pour les 18 mois à venir, enfin, immédiatement pour la rentrée et puis pendant à mon avis 18 mois, effectivement, c'est toute la partie BI. C'est un sujet sur lequel on avait beaucoup de données de vente, donc comment nos produits sont achetés, consommés, etc. Assez peu de données autres. Donc là, on s'appuie, on a fait nos premiers POC de Data Lake sur Amazon et on a commencé à collecter 2, 3, 4 sources de données. Et puis maintenant, il va y en avoir plusieurs qui vont devoir être agrégées dans les prochains mois. Ça, c'est un gros sujet. Il y a des enjeux de pilotage, il y a des enjeux de qualité de service, il y a des enjeux de personnalisation des parcours clients, et des parcours collaborateurs aussi. Pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un axe fort, développer la digitalisation pour les collaborateurs et les services pour les collaborateurs. Donc ça, c'est le BI, oui, c'est un gros sujet et ça va être un sujet qui va, dès qu'on aura passé le pic de production là, l'été, c'est faut fournir et puis corriger les petits bugs qu'il peut y avoir à gauche à droite, et il y en a, malheureusement. L'informatique là est vraiment au service de la prod, des transports, des directeurs de séjour, des centres, de la connectivité sur les centres. Enfin, bref, dès qu'on a passé ce cap-là, en septembre, enfin à partir de mi-août, on attaque plein pot pour déployer beaucoup plus largement une stratégie BI, enfin une stratégie data en fait, à l'UCPA, et en s'appuyant sur, là pareil, on ne va pas réinventer la roue, hein, il y a un système sur étagère chez Amazon, on l'a testé, ça marche très bien. Enfin, ça marche, ça fait ce qu'on a envie que ça fasse techniquement, et puis maintenant, il faut que le métier nous donne les use cases qu'on va implémenter un par un. Donc, on s'appuie sur les data lakes, S3, Glue, enfin des services classiques de data lake qui fonctionnent très bien pour ce qu'on en a vu pour l'instant. Ok. Peut-être dernier point sur la partie BI, tu l'as évoqué. Tu as aussi évoqué la partie IA, machine learning. Ouais. Vous l'utilisez déjà. Est-ce que vous avez des ambitions, de nouvelles ambitions avec ces services-là dont tu peux parler? Je vois le sourire. Oui, alors, non, déjà, le machine learning, oui, c'est un peu. C'est pas un rêve parce qu'on en fait. C'est plus un rêve. C'est-à-dire que maintenant, on sait. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille autour de SageMaker. Donc, la première incursion qu'on a faite dans le machine learning, c'était autour d'une. On a entraîné un modèle au service de la meilleure pratique de l'équitation. Donc, typiquement, bien pratiquer l'équitation, c'est être bien
assis sur son cheval, pas comme je le suis là dans ma chaise, mais être bien droit et aligner un certain nombre de points biomécaniques, je ne sais plus lesquels, je crois que c'est l'épaule, le genou, la hanche, le talon, enfin. Et pour ça, on a entraîné une IA pendant plusieurs mois à reconnaître les points d'articulation du corps humain sur un cheval. Donc, en gros, à reconnaître l'humain, en plus de côté, donc pas de face, puisque sur un cheval, on arrive à filmer et on ne voit que la moitié de l'humain. Et donc, on l'a entraîné à reconnaître ça et puis à aligner, enfin, ou plutôt à nous dire quand ces points-là sont pas alignés. Et donc, en temps réel, on a entraîné le modèle, on a déployé le modèle sur des téléphones d'ailleurs. Et donc, juste en filmant un cavalier sur son cheval, les points sont calculés en temps réel et on voit s'il est trop en arrière, trop en avant, s'il lâche. Bref. Donc ça, c'est la première incursion sur les flux vidéo. C'est passionnant. On s'est frotté à l'entraînement. L'entraînement, c'est vraiment la clé. Hein. Entraîner, indexer le dataset, c'est long, mais c'est obligé. Donc, on a industrialisé tout ça. Après, on l'a mis au service de la reconnaissance de documents. J'en ai un peu parlé. Et notamment les documents donc pour les loisirs, mais donc ça concerne des factures, des cartes d'étudiants, enfin bon, plein de documents qui peuvent servir à accéder à des tarifs particuliers. Et puis, ce qui nous intéresse, évidemment, il y a toujours, dans la digitalisation des parcours, l'analyse des flux vidéo dans les centres loisirs pour fluidifier les parcours. Donc aujourd'hui, on a des tourniquets, des portes, on est obligé de mettre des QR codes. On a tout à fait, on pourrait expérimenter des parcours encore plus fluides juste avec des caméras pour identifier les gens et pour dire bonjour Jordan, bienvenue, ton cours. Et sans que, enfin voilà, pour vraiment avoir un côté, je suis chez moi dans un UCP Sport Station, je suis reconnu comme Jordan et je passe. Et puis, alors donc ça, ce serait encore de l'entraînement, des parcours dans nos UCP Sport Station. Il y a également tous les services sur étagère d'Amazon qui sont je souris parce qu'évidemment, je les vois depuis 2 ans et enfin, depuis 1 an et demi, il me tarde de les essayer. Personalize et Forecast, c'est vraiment 2 services dont on saurait très bien quoi faire. Il nous faut un peu de temps pour être capable de les intégrer dans nos parcours, mais imaginons que notre site puisse proposer, c'est pas du tout hypothétique, hein, puisse proposer une liste de résultats de recherche de séjour. On a quand même 6000 offres, donc on a un catalogue de produits qui est énorme, très très profond. Donc trouver le bon séjour adapté à ses besoins ou aux besoins de ses enfants, c'est pas si bien. Donc là, on pourrait très bien surcoucher ces propositions plutôt motoriser ces propositions grâce à Personalize. Ce serait pas très compliqué à faire dans notre approche actuelle full API, puisqu'on a tous nos services maintenant sont APIisés et consolidés tournent sur Lambda, consolidés dans un hub à API GraphQL. Donc, ce ne serait pas très compliqué à faire et ça nous intéresserait beaucoup. On utilise aussi, on utilise beaucoup de Textract, bien sûr, pour la reconnaissance de documents et Comprehend pour comprendre ces documents. Et là encore, ça nous intéresserait beaucoup de mettre Comprehend et l'équivalent de Textract, mais pour la voix, au service, par exemple, de la relation client call center. D'accord. Ça nous aurait beaucoup aidé là en juin où on a eu un pic d'appel colossal auquel malheureusement on n'a pas su faire face aussi facilement que les clients l'auraient souhaité. Hein. On a mis des dizaines et des dizaines d'agents pour répondre, mais ce n'était pas suffisant. On a eu des pics, 50 000 appels jour. Enfin, c'est des flux qu'on ne sait pas traiter entre les flux de remboursement, les flux de réservation, les flux d'informations sur les normes sanitaires avec le Covid. Enfin voilà, on a des besoins, enfin on a des moyens qui ne sont pas illimités. Hein. Et donc, céder des IA déjà entraînées par Amazon au service du client, oui, c'est des sujets qu'on fait plus que regarder, qu'on a pour la plupart déjà
déjà OK, et il faut juste attendre la fenêtre météo qui va bien, où on va avoir la capacité disponible pour pouvoir mener ces projets. Tout ça, c'est une question de mois. Ça va arriver assez vite. Ok, super. On va devoir s'arrêter là, mais merci beaucoup Hugues pour ton intervention. Je pense qu'elle va être bénéfique à beaucoup d'entre nous, très enrichissante. Et puis pour ma part, j'ai hâte de pouvoir t'accompagner sur les différents sujets évoqués. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.